Chers lecteurs, chers internautes, comme vous l'avez vu, l'actualité de la semaine dernière a été dominée par le rapport appelé dans les médias le rapport Trevidic. Suite à de nombreuses demandes d'éclaircissement de la part de nos lecteurs, l'ensemble de l'équipe de Jambo News TV a voulu faire ce petit reportage afin de vous expliquer, au-delà de ce qui a été communiqué dans les médias, qu'est-ce que le rapport contient selon les premières informations qui nous sont parvenues. Alors, avant d'aller dans le chapitre au sujet du contenu du rapport, il est important de préciser de quel type de rapport on parle. Alors, ce n'est pas un rapport des juges, ce n'est pas un rapport du juge Trevidic ou de la juge Nathalie Poux, mais un rapport d'expertise. Dans le cadre d'une procédure judiciaire, si un juge l'estime nécessaire, il peut recourir à l'avis de spécialistes qui se rendent sur le terrain et, à partir de l'analyse de la situation sur place, tirent leurs conclusions de la manière dont telle ou telle chose s'est passée et remettent leurs conclusions au juge. Alors, dans le cas d'espèce, le juge Trevidic et sa collègue Nathalie Poux ont mandaté 7 experts, un expert en explosifs, un expert en aéronautique, un expert en acoustique et un expert en armement et d'autres experts, afin d'aller sur le lieu où l'avion du président Habyarimana et de son collègue burundais a été abattu et de déterminer la manière dont cet avion a été abattu et essentiellement de déterminer le lieu d'où le missile qui a abattu cet avion est parti. Il est important également de préciser que ce n'est pas encore un rapport définitif. À présent, les parties civiles, et ainsi que la défense, ainsi que le parquet, ont 3 mois pour soumettre leurs observations par rapport au rapport. Ces mêmes parties ont également 3 mois pour demander une contre-expertise. Une contre-expertise, c'est-à-dire qu'elles pourraient demander à ce que le juge puisse mandater d'autres experts qui pourraient également se rendre sur les lieux afin de voir si les conclusions de ces autres experts sont conformes aux conclusions des premiers experts. Après avoir reçu les observations des parties, le tout sera remis au juge qui jugera en fonction des autres éléments du dossier, comme par exemple les témoignages ou des documents authentiques ou des vidéos qui ont été prises à l'époque, et de juger en fonction de tous ces éléments du poids à donner au rapport. Donc le rapport n'est pas le seul élément, le rapport n'est pas encore définitif et ce n'est pas encore un rapport des juges. Alors, que contient ce rapport? Après s'être rendu à Kigali pour analyser les lieux du crash de l'avion, les experts sont revenus et dans leur rapport, selon les premières informations qui nous ont parvenues, les experts ont dégagé 4 certitudes. La première certitude est que l'avion a été abattu par un missile portable SA-16 ou SAM-16 de fabrication soviétique. La deuxième certitude dégagée par les experts est que 2 tirs ont été effectués et qu'un des deux missiles a abattu l'avion. La troisième certitude est que les réacteurs de l'avion n'ont pas été touchés par les missiles. Et enfin, la 4e certitude des experts est que c'est l'aile gauche de l'appareil qui a été atteinte. À partir de ces 4 certitudes, la principale mission des experts était d'essayer de déterminer le lieu précis d'où le missile est parti. Les experts ont dégagé 6 lieux possibles d'où le missile aurait pu partir. De ces 6 lieux, les experts en ont écarté certains et en ont privilégié d'autres. Le principal lieu écarté est la position de Masaka, et les experts l'ont écarté en raison de 2 éléments. Le premier élément est l'analyse de l'expert acoustique. En effet, il y a des témoignages de 2 médecins militaires belges et un militaire français qui disent avoir entendu le sifflement du missile. L'expert acoustique a estimé qu'il était impossible que ces 3 témoins aient entendu le sifflement du missile s'il avait été tiré à 3 km de là, c'est-à-dire à partir de la colline de Masaka. La seconde raison pour laquelle les experts ont écarté la position de Masaka est l'occurrence que le missile a impacté le flanc gauche de l'appareil. En effet, étant donné que l'avion avait déjà dépassé la colline de Masaka au moment où elle a été abattue, et que les missiles qui ont abattu cet avion sont des missiles infrathermiques, c'est-à-dire qui recherchent la chaleur de leur cible, les experts estiment que si le missile était parti de la position de Masaka, que le missile aurait atteint le réacteur de l'appareil et non le flanc gauche. Et donc, en procédant par élimination, et en fonction des autres éléments qu'ils avaient à leur disposition, les experts ont privilégié, comme zone de tir la plus probable, le site de Kanombe, à proximité de la maison des coopérants belges, sans toutefois exclure une zone plus étendue, d'une centaine de mètres, voire plus, au sud ou à l'ouest. Que faut-il retenir? 4 choses. La première chose est qu'il ne s'agit que d'un rapport d'experts techniques sur lequel les juges ne se sont pas encore prononcés. La deuxième chose est que les parties ont 3 mois pour donner leurs observations
et éventuellement demander une contre-expertise. Troisièmement, le rapport privilégie comme zone de tir probable le site de Kanombe et estime que le tir des 2 missiles dont l'un des 2 a abattu l'avion présidentiel a pu avoir lieu depuis le camp Kanombe à proximité de la maison des coopérants belges. Le rapport exclut toutefois certaines autres zones, dont le site de Massaka. La quatrième chose à retenir est que le rapport n'identifie aucun auteur et par conséquent n'inculpe ni ne disculpe personne, ce qui n'est d'ailleurs pas le rôle des experts.